on vous invite pour que vous partagiez votre méthodologie, parce que vous êtes l'auteur d'un livre, alors dont je cite le titre de tête, Le Sahel des origines à nos jours, où vous remontez au Paléolithique pour analyser la situation. Et ça fait de vous, selon moi, Emmanuel Todd de droite, pour simplifier. À savoir, Emmanuel Todd avait prédit l'effondrement de l'URSS alors qu'il était plutôt d'une tradition de gauche. Mais ça ne l'a pas empêché de prédire l'effondrement de l'URSS sur des bases démographiques, avec les méthodes de l'école des annales. Ensuite, il a prédit l'effondrement de l'Empire US, et on y est. À chaque fois, en utilisant des méthodes démographiques, donc l'école des annales. Et vous, au fond, vous utilisez une méthode ethnographique. Et avant de vous donner la parole, et pardon de ces longues introductions dont je suis coutumier et dont mon audience me pardonne d'avance, eh bien, vous dites, il ne faut pas être ni maximaliste ni réductionniste. Il ne faut pas dire que l'ethnie explique tout en Afrique, mais il faut dire que rien ne s'explique sans l'ethnie et que, en l'occurrence, un ethnographe aurait pu tout anticiper de ce qu'il se passe maintenant. Et même pour conclure, et c'est selon moi ce qui légitime votre méthode encore plus, vous avez quelqu'un qui est d'un tout autre bord politiquement, qui est arrivé aux mêmes conclusions que vous et qui est Kémy Séba, que l'on salue d'ailleurs, qui est invité sur cette chaîne, mais en général, il ne vient que dans les studios physiques. Et selon moi, quand on a une méthodologie qui arrive aux mêmes conclusions, quel que soit son bord politique, on a une méthodologie qui est scientifique et reproductible. Bernard Lugan, merci beaucoup d'être parmi nous et merci de partager votre méthodologie. Que pensez-vous du Sahel ? Le Sahel, c'est une longue histoire, parce que j'explique dans mon livre « Histoire du Sahel des origines à nos jours », et l'on avance en aveugle et en tâtonnant dans le noir si l'on ne se fixe que sur le contemporain. Le contemporain, pour moi, c'est l'aboutissement d'une longue période, c'est l'aboutissement de plusieurs périodes, de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Alors le Sahel, c'est très simple, très compliqué à la fois. Le Sahel, c'est la liaison entre le monde noir, Bilad al-Soudan, et Bilad al-Baidan, le pays des Blancs, n'est-ce pas? C'est la liaison entre la Méditerranée et la Grande Forêt. Mais c'est une liaison qui a bougé dans le temps avec les changements climatiques, parce que là encore, on nous raconte des bêtises. Le propre du climat, c'est de changer. Et quand on s'intéresse à l'ethno-histoire et à l'histoire de l'Afrique et la géographie historique de l'Afrique, on voit que le climat a considérablement changé. Alors, moi, je vais commencer, si vous voulez, il y a 5000 ans. Soyons simples, commençons il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans débute la phase actuelle de réchauffement de l'Afrique, avec des hauts et des bas, mais nous sommes dans le prolongement d'une phase qui a commencé il y a 5000, 4500 ans. Que se passe-t-il il y a 4500 ans? Le Sahara s'étend et va être peu à peu colonisé par les Berbères du Nord. Les Berbères qui sont des nomades et qui vont repousser vers le sud les populations pastorales noires, les ancêtres des Peuls. Donc les Peuls vont s'installer dans la zone qui part du Sénégal grosso modo jusqu'à la boule du Niger. Et au nord, il y a les Touaregs. Et à l'ouest, il y aura les Maures. Et plus à l'est, nous allons trouver les Toubous et les Ahawa. Les Toubous ne sont pas des Berbères. Les Ahawa, à l'origine, étaient des Berbères. Et toute l'histoire, à partir de ce moment, va être l'histoire du choc entre deux grands ensembles. Les ensembles pastoraux nomades du nord et du centre, avec les sédentaires qui vivent le long des fleuves, Sénégal, Niger et jusqu'au lac Tchad. Alors, quelle va être la grande différence entre ces deux modes de vie? Les sédentaires sont dans des milieux hostiles, les nomades vivent dans des milieux hostiles et ils ont besoin régulièrement de pousser vers le sud, soit pour abreuver leur bétail, soit pour piller les sédentaires qui, eux, sont des cultivateurs. Les cultivateurs, eux, sont dans une autre logique. Ils sont dans la logique de la défense, mais également du développement humain. Les pasteurs ne peuvent pas être nombreux parce qu'ils, de temps immémorial, ils alignent le croît de leur population sur les possibilités d'alimentation du bétail. Comme ils tirent toute leur subsistance du bétail, s'il y a trop de bétail sur un pâturage et que le pâturage périclite, le bétail va lui-même mourir et les hommes vont mourir. Donc ils alignent leur croît humain avec une tradition de contrôle des naissances. Donc ils ont une tradition de la minorité. Et comme ils sont minoritaires, il faut qu'ils compensent leur minorité par d'autres vertus. Donc la vertu guerrière, la richesse, etc. Donc ce sont des peuples guerriers. Au sud, les populations ont une toute autre approche. La vie des hommes en société se fait autour d'espaces fixes. Et là, l'on va multiplier les bras, civilisation de la multiplication des hommes, civilisation de la virilité,
pour avoir à la fois beaucoup de bras pour défricher et beaucoup de bras pour se défendre contre les nomades. Voilà, si vous voulez, la toile de fond du Sahel. Alors, cette toile de fond étant dressée… Alors, un point important, pardonnez-moi, je voulais souligner ça, un point important de ce que vous dites, c'est que ça, c'est structurant au-delà de l'islam. Ça, c'est un point que vous soulignez. Voilà, Nous démarrons il y a 4000 ans, nous sommes bien avant l'islam. L'islam, comme le christianisme, sont deux religions importées. Le christianisme va arriver au 19e siècle, au 20e siècle, et l'islam va arriver à partir du 7e et surtout 15e, 16e siècle. Donc nous sommes… Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas, il faut utiliser davantage l'ethnographie pour comprendre la région que l'islam, parce qu'en l'occurrence, ce sont deux populations parfois qui sont musulmanes. Et vous reprenez en ça, vous retombez en ça sur des conclusions qu'Emmanuel Todd aussi avait obtenues dans son petit ouvrage que je recommande d'ailleurs, Allah n'y est pour rien, où il utilisait la structure familiale. Lui, c'était pour le Nord, c'était pour le Maghreb, l'Afrique du Nord, où il disait les printemps arabes, Allah n'y est pour rien, c'est pas du tout un phénomène musulman, c'est un phénomène de crise patriarcale au sein de la cellule familiale. Donc déjà, si on doit faire le point méthodo, pardon, hein, mais parce que je passe des coups stabilo sur ce que vous dites. Et donc le premier point méthodo, c'est de dire, en fait, ces clivages ethnographiques que vous venez de citer, des nomades avec très peu de ressources au nord et des sédentaires qui sont pas agro-pastoraux, mais qui sont des fermiers au sud, ça, c'est une grille d'analyse. Qui peuvent également être pasteurs, hein, attention, mais oui, sont dominantes agricoles. Mais moi, j'ai souvent dit, imaginons que par un coup de baguette magique, l'opération Barkhane liquide tous les groupes djihadistes. Ça ne changera pas le problème. Il y aura toujours le problème de l'opposition, par exemple au Mali, entre les Touaregs et les populations du Sud. C'est plus que millénaire. À cela, je dis souvent que le djihadisme n'est que la surinfection d'une plaie ethnique. Ce n'est pas. Et c'est là où Paris s'est trompé. C'est là où les politiques européens sont trompés. Ils ont vu une affaire djihadiste. Non, ce n'est pas une affaire djihadiste. C'est une affaire sur laquelle le djihadisme va essayer de prospérer. Et comme aujourd'hui les Russes vont essayer de prospérer sur la nullité française, mais ce n'est pas une déstabilisation qui a été organisée par les Russes. Alors donc si on reprend la longue histoire, ce qui est très intéressant, il va y avoir des phases. Il va y avoir des phases durant lesquelles les sédentaires noirs vont réussir à s'imposer aux pasteurs. À l'époque, des grands royaumes, royaume de Ghana, l'Empire de Mali, l'Empire Songhai. À ce moment-là, il va y avoir un rapport de force qui va s'établir et il va y avoir un rapport de force peut-être même en faveur des sédentaires par rapport aux pasteurs. Et puis, un grand événement va avoir lieu à la fin du XVIe siècle, c'est la conquête marocaine du Nord. La conquête 1498 du Pachalik de Tombouctou, la fin de l'Empire Songhai, et les Marocains qui vont s'installer, donc qui vont créer ce Pachalik de Tombouctou. Le Maroc, à certains moments, va aller jusqu'à Tombouctou. Jusqu'à la conquête française, la prière du vendredi fut dite à Tombouctou au nom du sultan du Maroc. Il faut bien, c'est très important de voir cela. Donc, la conquête marocaine va casser les derniers grands États qui étaient installés le long des fleuves. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir un émiettement des populations noires en petits royaumes. Ce n'est pas péjoratif de ma part. On dit en petit royaume territorialement, mais ils sont des grands royaumes, le royaume Bambara. Je dis petit au point de vue territorial par rapport à ce qui existait avant, et ce qui va profiter aux nomades. Et nous allons assister à partir de ce moment-là, nous sommes donc au début du XVIIe, avec un paroxysme au XVIIIe, qui va être la double poussée des nomades, une poussée nordiste par les Touaregs et une poussée longitudinale par les Peuls. Ce qui fait que les populations sédentaires noires du fleuve vont se retrouver prises dans la tenaille nordiste et longitudinale Touareg-Peul. Et là, voilà la situation qui existe au moment où se fait la conquête coloniale. Je reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure sur les grands djihad Peul, parce que le djihadisme n'est pas une nouveauté dans la région. Il va commencer au XIe siècle avec les Almoravides. Il va continuer avec tous les djihadismes Peul, etc. Nous sommes à l'époque de Hayat Jomar, de Sékou Amaroud, etc. L'empire de Sokoto. Alors, la colonisation va tout bouleverser. Elle va tout bouleverser parce que la colonisation va être accueillie favorablement par ceux qui sont en phase de suggestion par les populations pastorales et nomades. Et c'est pour ça qu'on va voir les Bambara
qui auront été les derniers à résister à l'islamisation, le royaume Bambara. C'est pour cela que les premiers tirailleurs qui vont être engagés sont des tirailleurs Bambara. On va appeler sénégalais, mais c'est des tirailleurs Bambara, qui vont, en rentrant dans l'armée française, venger l'histoire que leurs ancêtres ont subie depuis 2 siècles avec la poussée nordiste. Donc la colonisation va se faire au profit des sudistes, qu'elle va libérer de la pression nordiste, et aux dépens des nordistes. Ce qui ne va pas poser historiquement de grands problèmes politiques jusqu'au moment de l'indépendance. Pourquoi? Parce que les rapports existent dans le cadre d'un gigantesque ensemble qui s'appelle l'Afrique occidentale française. Et à l'intérieur de cette Afrique occidentale française, il n'y a pas de frontières. Il y a des limites administratives, mais l'on passe d'une limite administrative à l'autre, ce n'est pas une frontière. Donc, le traumatisme ne va vraiment apparaître qu'au moment de l'indépendance. Alors, au moment de l'indépendance, que se passe-t-il? Ce qui étaient des limites administratives deviennent des frontières d'État, avec ces jeunes États qui vont faire respecter leurs frontières. Mais le plus grave, c'est qu'il va y avoir 2 conséquences. Les nordistes ne vont plus pouvoir migrer d'une manière transhumante comme auparavant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le plus grave, c'est que vont être condamnés à vivre ensemble anciens prédateurs et anciennes victimes. C'est-à-dire que si vous mettiez dans la même cage le renard et la poule. Rien de péjoratif dans cette image, hein, mais c'est parlant. Hein. J'aime bien avoir des images parlantes. Ce qui fait que, comme nous sommes dans un contexte de démocratie, one man, one vote, la légitimité que nous imposons, nous, avec notre néocolonialisme idéologique et politique, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, le suffrage universel, les élections, mais ça c'est valable pour des populations, des peuples qui ont une tradition individualiste. Mais là, nous sommes dans des civilisations dont la cohésion sociale est le groupe. Et comme les nordistes représentent moins de 5% de la population, ben, ils vont être toujours battus aux élections par les sudistes. Résultat, les anciens prédateurs, entre guillemets, là encore, je ne prends... Dominant, disons, pour utiliser un vocabulaire marxiste. Voilà, prenons dominant, pour ne pas heurter nos auditeurs qui peuvent s'imaginer que j'ai... je parle en ethnologue, je parle pas du tout je mets pas de jugement de valeur. Moi, je suis un ethnodifférentialiste. Donc, la différence de Jules Ferry et la différence des hommes de gauche, je ne mets pas d'hiérarchie dans les populations. Hein. Je dis, comme le maréchal Lyautey, je dis, les peuples de l'Empire sont différents, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres, nous sommes autres, comme en Europe. Alors, au passage, là aussi, pour situer dans l'actualité, cet ethno-différentialisme devient de plus en plus à la mode sur X, Twitter, puisque là aussi, toujours pour citer Kémy Séba, il venait de faire une analyse sur une des raisons qui avait pu dissuader la CEDEAO d'intervenir, pas la seule, hein, mais il soulignait, en ethno-différentialiste, que l'ethnie guerrière du Nigeria, ce sont les Haoussa, et que c'est aussi l'ethnie principale, l'ethnie dominante dans l'armée de l'État du Niger, et que ce serait une des raisons qui aurait pu aussi dissuader, une des nombreuses raisons qui aurait pu dissuader le Nigeria d'intervenir au Niger. En tout cas, il avait analysé ça avec cette méthodologie ethno-différentialiste que vous recommandez, qui était la mythologie de Sir Richard Francis Burton. Hein. Il en arrivait à cette conclusion-là. D'autant plus que les Haoussa représentent une grande partie de la population du Niger. Et voilà. que l'armée du Niger est composée à plus de 40% d'Haoussa. Donc, si vous voulez, là, vous avez le rêve des universalistes hors sol européens qui pensaient que une intervention pouvait se faire. Mais si elle se fait, elle va se faire dans un sens complètement contraire à ce qu'on peut imaginer. Et de toute façon, ce serait une catastrophe. Bon, je reviens. Juste avant ça, deux questions à vous poser sur le contexte que vous avez donné. D'une part, deux questions à vous poser. Oui. Donc, d'une part, en quoi on n'a pas substitué, vous parlez, de l'ethno-mathématique électorale, mais après tout, la France, au Liban, avait trouvé une rustine avec la constitution. C'est pas que la France, mais bon, le Liban avait trouvé une rustine en faisant une constitution qui disait le Premier ministre sera de telle religion. Alors, en l'occurrence, au Liban, c'est davantage la religion que l'ethnie qui va poser problème. Mais bon, on disait, voilà, alors la Constitution est formelle, le président du Sénat est de telle religion, le Premier ministre est de telle religion, le président est de telle religion. Et comme ça, même si on a des minorités qui auraient été absorbées par l'ethno-mathématique,
eh ben, on a quand même une nation qui est représentative. Ça, c'est la première question que je dois vous poser dans ce contexte. Et la deuxième, après, bien sûr, et après, pardonnez-moi, mais continuez volontiers votre exposé. En quoi la France a merdé? C'est-à-dire, là, on analyse l'Afrique, mais il y a une vraie question qu'on veut se poser, c'est tout ce que vous décrivez, pourquoi les Russes l'ont compris autant que vous, et pourquoi vous, qui êtes un professeur français, qui avez enseigné à l'université Lyon 3, si je ne me trompe pas, pourquoi en France on vous a pas écouté? Donc voilà les deux questions avant qu'on poursuive sur lesquelles il faudrait qu'on ait une réponse. Alors attendez, on va parler de la première, ensuite vous me reposerez la seconde. Très bien, pas de problème. Je vais rapidement parler de la première. La constitution du Liban a été inspirée par des gens, j'allais dire de droite, des Français de droite, des juristes de droite, et qui, eux, avaient une connaissance du réel. Tandis que aujourd'hui, nos pays européens, et la France en particulier, sont dirigés par des gens qui ont une idéologie totalement différente. Mais donc on aurait pu. Ce que vous dites, c'est qu'on aurait peut-être pu. On aurait pu, oui, on aurait pu, mais on ne peut pas. On ne peut pas déjà parce que les Africains ne veulent pas. Et je vous pose une question très simple, très simple. Demain, l'on dit aux populations du sud du Mali, qui représentent 90% de la population, on leur dit, écoutez, voilà, vous allez quand même faire un partage du pouvoir avec les Touaregs, etc. On nous dit, ah, mais écoutez, vous êtes bien gentils, vous les Français, mais chez vous, quand vous avez un parti politique, prenons l'exemple du Front National aujourd'hui, ou le Parti communiste hier, qui fait 30% des voix, est-ce que vous leur donnez des postes de ministre? Alors, donc il y a une démocratie pour les Blancs et une démocratie pour les Noirs, c'est du racisme. Votre démocratie, elle est universaliste ou elle n'existe pas. Donc, les démocrates français sont pris au propre piège de leur propre idéologie. Il aurait fallu le faire dès le début, en fait. Ben, il aurait surtout fallu, peut-être, suivre plutôt Sékou Touré et Modibo Keïta qu'Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, lui, a voulu la territorialisation, alors que des gens comme Sékou et Modibo voulaient, eux, une vision plus large, dans laquelle il aurait été peut-être possible de faire une sorte de fédéralisme. Mais au niveau d'État, il est très difficile, parce qu'il y a une confrontation des ethnies, tandis qu'au niveau d'un vaste territoire, vous avez l'obligation de faire du fédéralisme, sinon ça ne tient pas.